Bien, bonjour à tous, je remercie l'ensemble des commissions qui ont la gentillesse de m'inviter à parler du sujet suivant, qui est comment prévenir la neuromyopathie de réanimation, drogue et pharmaconutriments. Donc il n'y a pas grand-chose, je vais essayer de tenir 15 minutes là-dessus. Donc pour tenir 15 minutes, on va faire la diapositive des conflits d'intérêts. J'en ai aucun, en tout cas ce qui concerne le sujet-là, et j'ai juste été invité par la Cité Hill-Rome au congrès, et c'est le seul conflit d'intérêts que j'ai. Ensuite, la neuromyopathie de réanimation, donc c'est une atteinte généralisée des muscles, des nerfs en réanimation. Donc vous verrez cette abréviation-là qu'on utilise, l'ICU, Acquired Weakness. Et en fait, c'est une dysfonction de novo. Donc on exclut complètement tous les patients qui ont déjà une pathologie neurologique ou musculaire. Et le but de cet exposé, c'est de vous démontrer qu'il existe potentiellement des drogues, des médicaments à administrer ou à ne pas administrer aux patients pour éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Et les pharmaconutriments, en fait, c'est des composés de l'alimentation standard, mais qui sont un peu déviés de leur but primaire dans un but thérapeutique. C'est ce qu'on définit, c'est en tout cas la définition du pharmaconutriment. Une chose qui est très importante, et si vous vous intéressez au sujet, c'est qu'il y a énormément de définitions de cette neuromyopathie avec des méthodes diagnostiques qui sont clairement différentes. Je sens que l'électrophysiologie emporte le tout, mais c'est assez compliqué d'avoir un électrophysiologiste qui vient au lit du malade et qui arrive à diagnostiquer ça. Cette neuromyopathie, elle est associée, donc, comme l'a dit Monsieur Preiser avant, à plein de complications, donc à très court terme chez nos malades de réanimation. Ben, c'est quoi? C'est un sevrage de la ventilation mécanique qui est plus compliqué, avec une durée de ventilation plus longue. Sont associées toutes les complications de décubitus et la survenue d'infections nosocomiales. Et ce qui est intéressant, et ce qui est le plus intéressant finalement dans notre métier, ce que je trouve, c'est les complications à plus long terme, à beaucoup plus long terme. Et en fait, il y a une reprise d'une activité physique avec plein de marqueurs qui est clairement retardée, un retour à l'activité professionnelle qui lui aussi extrêmement retardé, avec tout le syndrome de dépression qui va avec, et une mortalité à 1 an, dès la sortie de l'hôpital, qui est plus importante si vos patients font une neuromyopathie de réanimation. Donc c'est quelque chose qui est important, et encore plus important que, on l'a vu, grâce à tout le monde, aux médecins, aux soignants, en général, on se retrouve avec toutes les pathologies en fait, et là j'ai pris juste par exemple le choc septique, on se retrouve au cours des 15 dernières années avec une mortalité qui diminue significativement. Donc la chance ou le risque de rencontrer quelqu'un qui a une neuromyopathie de réanimation est de plus en plus grande. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va poser problème et qui commence déjà à poser problème pour la réhabilitation, la rééducation et toutes ces unités de post-réanimation ou des unités d'hospitalisation standard. Et donc on doit prendre en charge cette pathologie-là et essayer de la prévenir au maximum. Qu'est-ce qui se passe quand on a une neuromyopathie de réanimation? Donc, je reprends un petit peu ce qui a été dit auparavant, mais ça permet de meubler. Donc, il y a une atteinte musculaire, c'est indéniable, avec une perte musculaire, ça on vous l'a démontré avant, une diminution de la synthèse protéique, une nécrose, une protéolyse, des anomalies du calcium intracellulaire, et ça c'est plus intéressant pour le topo, et une protéolyse avec là, par exemple, ce qu'on se retrouve, en fait, tout le système qui a été marqué, c'est des biopsies musculaires de patients qui ont fait une neuromyopathie de réanimation, et tout le système neuromusculaire de protéolyse qui est activé, c'est les petits points noirs, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'immunohistochimie. Vous mettez un anticorps, vous faites réagir, et puis ça fait, si c'est présent, ça fait des points noirs. Et là, c'est ce qu'on appelle un western blot, c'est la concentration de protéines dans des broyats de cellules. En fait, vous avez 2 contrôles, 2 patients qui ne présentent pas la neuromyopathie de réa, et 2 patients qui l'ont, et vous avez une synthèse protéique du protéasome, qui est le complexe en fait, enzymatique qui permet la protéolyse, et qui est clairement activée. Donc vous avez une protéolyse majeure au cours de la neuromyopathie de réanimation. Et donc, on se dirait, mais oui, mais il faut les faire bouger, il faut faire du vélo et tout. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on regarde, en fait, là, ce sont des biopsies diaphragmatiques, c'est une étude qui a un peu moins de 10 ans. Là, vous avez ce qu'on appelle les contrôles, et là, vous avez les patients qui sont atteints. C'est des patients contrôles, c'est des patients de chirurgie standard qui viennent le matin ou la veille au soir se faire opérer. Ils sont opérés de l'abdomen, on leur fait des biopsies diaphragmatiques. Vous avez des grosses fibres bien agencées et tout. Et ça, c'est des patients de neuromyopathie de réanimation. Sachant que ces patients-là, ont, comme on l'avait montré auparavant, en fait, une atteinte musculaire, sont des patients qui sont ventilés en moyenne entre 48 et 72 heures, voire 96 heures pour certains. Donc c'est quelque chose qui arrive très vite, en fait, et qui arrive absolument très vite, et chez beaucoup de gens. Alors vous avez des critères, des choses qui vont permettre la survenue, enfin, sur lesquelles on va pouvoir jouer ou pas.
Le fait qu'un patient arrive pour un sepsis, ben c'est trop tard, il a déjà un sepsis, donc on ne va pas pouvoir jouer pour éviter la neuromyopathie de réanimation. Il aura l'inflammation systémique, on en reparlera, et c'est pour ça que les activités des corticoïdes, c'est peut-être intéressant. Il a une défaillance multiviscérale, c'est un homme, une femme, enfin tout ça, on ne peut pas jouer vraiment dessus. La sédation, l'immobilisation des patients, ça on pourra jouer, mais ce n'est pas mon topo. Diego le fera probablement bien mieux que moi après. Et donc ça, on peut se dire, bon, on ne peut pas jouer dessus, on est foutu. Par contre, il y a d'autres choses, si ça veut bien marcher, c'est ça, sur lesquelles on va pouvoir jouer. Est-ce qu'il est raisonnable de donner des corticoïdes aux malades? Est-ce que ça ne va pas favoriser la neuromyopathie de réanimation? Est-ce qu'il est raisonnable de donner des curares? Est-ce qu'il est raisonnable de laisser une dysfonction d'organes s'installer? Est-ce qu'il faut être très agressif pour éviter ça et donc éviter la survenue d'une neuromyopathie? Est-ce qu'il faut les nourrir? La réponse, vous l'avez eue. Et est-ce qu'en les nourrissant, il faut faire attention à la glycémie? Et donc on va voir, en fait, quand vous prenez des deux revues de la littérature, où ils font une synthèse un peu de tout, eh ben, on se rend compte qu'on se retrouve avec des études qui sont plus ou moins bien faites, plutôt méthodologiquement pas bien faites. Moi, j'aurais adoré les faire, mais bon, ensuite, c'est très facile de les critiquer, avec des populations qui seront très hétérogènes. On met un peu tout dans voilà, du SDRA, du patient de réanimation médicale, du patient de réanimation chirurgicale, des méthodes diagnostiques de neuromyopathie de réanimation qui sont très hétérogènes aussi. Donc vous direz, ah bah oui, mais ils l'ont diagnostiqué comme ça, donc c'est pas valable. Une intervention, ça on en reparlera, et un effet. On compare des pourcentages de population, bah, il y a 25% qui en avaient versus 49%. Et il y a d'autres facteurs de risque de neuromyopathie de réanimation sur lesquels malheureusement on ne pourra pas jouer. Les vasopresseurs, et surtout l'âge des malades. Ah maintenant trop vieux, on ne s'intéresse pas, on ne le prend pas parce que lui il va faire une neuromyopathie. Donc voilà, donc je vais essayer moi de vous faire une présentation sur peut-être les quelques interventions qui valent le coup. La première chose, c'est l'hyperglycémie. En fait, on se rend compte que l'hyperglycémie est un facteur de risque indépendant de survenue de neuromyopathie de réanimation. Ça, honnêtement, la littérature, je pense, est d'accord, il n'y a pas trop de débat. Et pourquoi? Parce que ça donne une atteinte de la microcirculation. Et là, en fait, c'est des coupes de vaisseaux de fils musculaires qui sont complètement infiltrés, inflammés, avec une neurotoxicité, une hyperproduction d'espèces réactives de l'oxygène, donc quelque chose qui est toxique pour la cellule, et une atteinte aussi de l'excitabilité nerveuse. Donc l'hyperglycémie, laisser quelqu'un à 15 millimoles par litre de dextro, bah, c'est pas bon. Et en fait, la question, bah, si l'hyperglycémie c'est pas bon, est-ce que l'insuline aurait un intérêt pour essayer de prévenir la neuromyopathie de réanimation? Je dis pas traiter, je dis prévenir. Une fois qu'elle est installée, bah, il y a d'autres méthodes, mais en tout cas pas de méthode médicamenteuse ou pharmacologique pour le faire. On en prend une première étude, glycémie objectif inférieure à 6,1, donc c'est strict, on va dire que c'est strict. Population de plus de 7 jours de ventilation mécanique, et c'est des patients chirurgicaux. Et en fait, on se rend compte d'une chose, et ça j'étais sûr que ça n'allait pas sortir, donc ne vous inquiétez pas, on se rend compte d'une chose, finalement, c'est que quand vous avez un équilibre glycémique induit grâce à l'insuline, eh ben vous avez moins de risque de faire une neuromyopathie de réanimation si vous êtes dans le groupe je vous mets plein d'insuline avec un contrôle glycémique strict. Et surtout, vous avez moins de risque de faire la neuromyopathie et vous êtes libéré du respirateur plus rapidement. Donc c'est génial. Il faut vraiment contrôler la glycémie. Un contrôle vraiment strict, enfin, grosso modo, cette étude-là de 2005 dit contrôle strict. Et puis surtout, à 6 mois et à 1 an, vous avez encore des bénéfices. Les patients ont une activité physique qui est plus importante, significativement plus importante. Donc ça, c'est génial. C'est les patients chirurgicaux, donc voilà. Qu'en est-il des patients médicaux? Pareil, une autre étude, très bien faite, fantastique. Et en fait, vous retrouvez que si vous avez un équilibre glycémique strict, encore une fois, 6,1, le même équilibre, eh ben, vous avez moins de neuromyopathie et vous êtes extubé plus rapidement. Ça, c'est une autre façon de le montrer, avec un risque de faire la neuromyopathie qui est plus élevé. Et par contre, une chance d'être libéré du respirateur si vous avez plein d'insuline, un contrôle glycémique strict, qui est significativement, en tout cas, plus atteint. Donc super, 6,1. Mais vous allez vous dire, mais nous, on ne fait pas ça en réanimation. Et pourquoi on ne fait pas ça? Parce que tout ça, ce sont des études ancillaires qui sont sorties d'un travail extraordinaire, qui est de 2001, donc il y a 16 ans, mais qui a créé, enfin, je ne suis pas très très vieux, mais c'est une des révolutions quand même de la spécialité, et qui a dit, bah non, si vous faites un contrôle glycémique strict à vos malades, quels qu'ils soient, il y avait beaucoup de réanimation chirurgicale, cardiaque, et des patients médicaux aussi, et ben, ils survivent plus, et ils sortent plus vite, ils survivent plus à la réanimation et ils survivent plus à l'hôpital. En fait, le problème, c'est que cette étude-là, elle n'a pas été reproduite parce que l'équilibre glycémique était trop strict. Et donc, la beauté du message a été noyée par un nombre d'hypoglycémies très importantes qui ont fait que cette étude-là a été refaite plusieurs fois et ça n'a pas marché. Mais néanmoins, il ne faut pas laisser les malades avec une glycémie qui part dans tous les sens.
ils auront des neuromyopathies. Et donc l'insuline est un vrai traitement qu'il faut faire. Les corticoïdes. Alors, est-ce qu'il faut faire des corticoïdes ou pas? Ça diminue la synthèse protéique, ça augmente l'atrophie et la diminution de la force musculaire. C'est en passant, regardez, quand on prend une étude, une évaluation à 6 mois des patients qui sont en animation, déjà quand ils sortent de l'hôpital, ils ont entre 15 et 20% de leur poids qui est en moins. Donc c'est que des protéines, c'est que du muscle en fait qui a fondu. C'est pas le gras, un peu de gras, mais c'est surtout beaucoup de muscle. Et puis ils vont mettre plus d'1 an à récupérer tout ça. Et en fait, dans cette étude-là, ils avaient trouvé que les corticoïdes étaient associés à une diminution de la distance parcourue en 6 minutes, qui est un test fonctionnel extrêmement reproductible, à 3, 6 mois et 1 an. L'effectif n'était pas énorme, 84 malades, mais en tout cas, il était là. Donc les corticoïdes, il ne faut pas en donner, sinon vous avez la neuromyopathie de réanimation. Est-ce que c'est si simple? Non, ce n'est pas si simple. Une grosse étude sur du SDRA, est-ce qu'il faut donner des corticoïdes dans le SDRA? C'est une très grosse étude qui a été faite. Bon, ça ne marchait pas pour le SDRA, mais en fait, ils ont regardé, et le groupe corticoïde avait finalement statistiquement le même nombre de neuromyopathies. Donc les corticoïdes, en fait, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, même si les patients qui sont sous corticoïdes vont avoir un équilibre glycémique qui va être beaucoup plus altéré, moins en tout cas strict que s'ils n'ont pas. Mais en tout cas, les corticoïdes, c'est pas sûr. C'est pas sûr que si on en donne, ils feront une neuromyopathie de réanimation. Donc ça, c'est important comme message. Autre chose, c'est les curares. Les curares disent ah, mais surtout si vous mettez avec des corticoïdes, le malade, c'est sûr, il va avoir la neuromyopathie, il sera insevrable du respirateur. Il y a quelques papiers qui le disent et d'autres papiers qui disent que non, pas du tout, les curares, finalement, vous pouvez en donner autant que vous voulez, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de neuromyopathie. Ça, c'est à Curasis, l'équipe de Marseille, qui avait fait une superbe étude, des curares, finalement, dans le SDRA, une curarisation de 48 heures, et ben, avec des grosses doses de curares, c'était. Et ben, ils survivent, ils sont ventilés moins longtemps et c'est génial. Aucune différence entre les deux groupes, curare, placebo. Donc les curares, c'est pas sûr du tout. La seule chose, et ça c'est une étude qu'on a faite, avec une participation des infirmières et infirmiers du service, c'est qu'il faut le monitorer probablement la curarisation. Et que probablement, si on met trop de curares, la neuromyopathie, elle arrivera. Là, ce qu'on avait fait comme travail, c'était la première question, est-ce qu'il est possible de voir si les malades sont correctement curarisés cliniquement? La réponse est non. L'impression clinique d'un malade trop curarisé ou pas assez curarisé, elle n'est absolument pas corrélée au résultat de ce qu'on appelle le train de 4, qui est une machine qui permet de voir s'il y a une persistance de contraction musculaire. Ça, donc, c'est pas possible. Il faut monitorer les patients qui ont des curares. Et nous, ce qu'on avait retrouvé, c'est que les malades qui sont clairement curarisés avec une réponse musculaire qui est nulle avaient significativement plus de neuromyopathie de réanimation. Donc les corticoïdes, c'est pas sûr. Les curares, probablement pas. Cependant, si vous les curarisez vraiment trop, il faut les monitorer. Et il faut les monitorer avec un train de 4, probablement, à 2 réponses, pour éviter qu'ils soient trop curarisés et qu'ils fassent la neuromyopathie de réanimation. Les autres pistes, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites des biopsies, la neuromyopathie de réanimation, ce n'est pas qu'une fonte musculaire. Il y a tout un processus inflammatoire, et il y a des marquages qui l'ont bien montré. Donc en fait, est-ce qu'il ne faut pas cibler des thérapeutiques anti-inflammatoires pour voir ce qui expliquerait peut-être que les corticoïdes ne sont pas mauvais? Et en fait, c'est compliqué, et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Pourquoi? Parce que si vous prenez un profil cytokinique d'inflammation d'un malade qui a un état de choc septique, l'IL-6, le TNF-alpha et l'IL-1, ces trois-là sont pris non pas par hasard, parce que le TNF-alpha, ça donne de l'atrophie musculaire, l'IL-1, pareil, avec une modification du calcium, et l'IL-6, ça a plein d'effets néfastes pour le muscle. Donc en ciblant tout ça, ce serait possible. C'est possible uniquement en utilisant des inhibiteurs qui sont très spécifiques, et ça n'a montré d'efficacité que sur des modèles animaux extrêmement sélectionnés. Donc chez l'homme, pour l'instant, c'est absolument pas à faire. Il faudrait des études, mais c'est très compliqué. Pareil, d'autres choses. Il y a une anomalie des canaux sodiques. Et ce qui est très rigolo, c'est que si vous prenez des fibres musculaires de quelqu'un qui est bien et que vous le baignez dans du sang de malade qui a un choc septique, vous reproduisez la neuromyopathie de réanimation. C'est donc que dans le sang, il y a des molécules qui sont clairement toxiques et qu'on pourrait inhiber spécifiquement pour éviter que ça arrive. Pareil, avec des inhibiteurs spécifiques des canaux sodiques, on arrive à refaire un petit peu le profil, en tout cas électrophysiologique de la neuromyopathie. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Diltiazem et d'autres molécules qui augmenteraient ou diminueraient plutôt le calcium intracellulaire de la cellule musculaire sont des pistes à explorer, mais en tout cas chez l'homme, pas de données. Pour l'instant, chez l'homme, il n'y a rien du tout. Le pharmaconutriment, je suis obligé d'en parler, mais en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de nutriments qui permettent de prévenir la neuromyopathie de réanimation. Je vous ai mis les 3 grosses études, et finalement, les effets sur l'infection, la mortalité, la durée de séjour, il n'y en a pas. Ça n'a pas été étudié spécifiquement, mais il faudra le faire probablement. Et donc, ce qu'il faut, c'est ce graphe-là, très rapidement. Ce qu'il faut, en fait, c'est comme pour tout en médecine. Ça, c'est une revue de la littérature, un édito qui était très bien. C'est qu'il faut choisir les très bons malades, pas prendre tous les malades qui font des neuromyopathies, mais prendre quelques malades avec un mécanisme prédéfini et utiliser des molécules. Et c'est là-dessus qu'on arrivera
avoir plus de chances de montrer un bénéfice. En conclusion, c'est fréquent, c'est extrêmement invalidant. Le but, ce n'est pas la sortie d'hôpital, mais c'est à 1 an, 2 ans, voire. L'insuline et contrôle glycémique, c'est le seul. Les cures rares, peut-être. Des nouvelles thérapeutiques, pourquoi pas. Et trouver, en tout cas, le modèle adapté, pas que d'animal, mais du bon patient avec la bonne maladie et avec un vrai effet qu'on chercherait. Pas mettre tous les malades ensemble et on n'aura que des résultats négatifs, ça c'est sûr. Et le truc vraiment important, c'est trouver des protocoles pour diminuer la durée de ventilation mécanique et la sédation et la curalisation. Et que comme ça, je pense qu'on arrivera à éviter de sortir que des malades avec une neuromyopathie.